Vous allez à présent entendre la rediffusion d'un texte peu connu de Samuel Beckett, L'Expulsé, auquel Roger Blin prêta sa voix. Roger Blin fit connaître et créa en France la plupart des pièces de Beckett. Il fut le metteur en scène idéal, l'acteur, l'ami fidèle aussi, et Beckett collabora avec lui pendant de nombreuses années. La nouvelle L'Expulsé fut écrite en une semaine pendant l'année 1946 et rédigée en français. Elle parut d'abord dans la revue Fontaine et sera publiée aux éditions de Minuit en 1955, en tête du recueil Nouvelles et textes pour rien. Elle inaugure la période de grande créativité de Samuel Beckett, qui se prolongera sur une bonne partie des années 50, et pendant laquelle il abandonnera l'anglais pour écrire en français. Beckett nomma cette période le siège dans la chambre. Avec L'Expulsé, l'auteur signe là son premier soliloque de fiction, après Premier Amour, mais ce dernier restera inédit jusqu'en 1970. C'est donc cette nouvelle que vous allez à présent entendre, portée par la voix de Roger Blin, dans une réalisation de Jean-Pierre Collat en 1967. Et pour la petite histoire, ajoutons que Beckett hésita longtemps à lui donner le titre « Le printemps de la vie ». Le perron n'était pas haut. J'en avais compté les marches 1000 fois, aussi bien en montant qu'en descendant. Mais le chiffre ne m'est plus présent à la mémoire. Je n'ai jamais su s'il fallait dire 1, le pied sur le trottoir, 2, le pied suivant sur la première marche, et ainsi de suite, ou si le trottoir ne devait pas compter. Arrivé en haut des marches, je butais sur le même dilemme. Dans l'autre sens, enfin je veux dire de haut en bas, c'était pareil, le mot n'est pas trop fort. Je ne savais par où commencer, ni par où finir. Disons les choses comme elles sont. J'arrivais donc à 3 chiffres totalement différents, sans jamais savoir lequel était le bon. Et quand je dis que le chiffre ne m'est plus présent à la mémoire, je veux dire qu'aucun des 3 chiffres ne m'est plus présent à la mémoire. Il est vrai qu'en retrouvant dans la mémoire, où il se trouve certainement un seul de ces chiffres, je ne retrouverai que lui, sans pouvoir en déduire les 2 autres. Et même si j'en récupérais 2, je ne saurais pas le 3e. Non, il faudrait les retrouver tous les 3 dans la mémoire pour pouvoir les connaître tous les 3. C'est tuant, les souvenirs. Alors il ne faut pas penser à certaines choses, à celles qui vous tiennent à cœur. Ou plutôt, il faut y penser, car à ne pas y penser, on risque de les retrouver dans la mémoire petit à petit. C'est-à-dire qu'il faut y penser pendant un moment, un bon moment, tous les jours et plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que la boue les recouvre d'une couche infranchissable. C'est un ordre. Après tout, le nombre des marches ne fait rien à l'affaire. Ce qu'il fallait retenir, c'est le fait que le perron n'était pas haut. Et cela, je l'ai retenu. Même pour l'enfant, il n'était pas haut, à côté des autres perrons qu'il connaissait, à force de les voir tous les jours, de les monter et descendre, et de jouer sur leurs marches, aux osselets et aux autres jeux dont il a oublié le nom. Qu'est-ce que cela devait être alors pour l'homme fait, surfait? La chute fut donc peu grave. Tout en chutant, j'entendis claquer la porte, ce qui m'apporta du réconfort, au fort même de ma chute. Car cela voulait dire qu'on ne me poursuivait pas jusque dans la rue avec un bâton pour me donner des coups de bâton sous les yeux des passants. Car si cela avait été leur intention, ils n'auraient pas fermé la porte, mais ils l'auraient laissée ouverte, afin que les personnes rassemblées dans le vestibule puissent jouir de la correction et en tirer une leçon. Ils s'étaient donc contentés pour cette fois de me jeter dehors sans plus. J'eus le temps, avant de me stabiliser dans la rigole, de mener à bien ce raisonnement. Dans ces conditions, rien ne m'obligeait à me lever tout de suite. Je m'accoudai, curieux souvenir, au trottoir. J'assis mon oreille dans le creux de ma main et me mis à réfléchir à ma situation, pourtant familière. Mais le bruit, plus faible mais indubitable de la porte claquée à nouveau, me tira de ma rêverie,
où déjà s'organisait tout un paysage charmant à l'aubépine et aux roses sauvages, très onirique. Il me fit dresser la tête, les mains posées à plat sur le trottoir et les jarrets tendus. Mais ce n'était que mon chapeau, planant vers moi à travers les airs, en tournoyant. Je l'attrapai et le mis. Ils étaient très corrects, selon leur Dieu. Ils auraient pu garder ce chapeau. Mais il n'était pas à eux, mais à moi. Alors ils me le rendaient. Mais le charme était rompu. Comment décrire ce chapeau? Et pourquoi? Lorsque ma tête eut atteint ces dimensions, je ne dirais pas définitives, mais maxima, mon père me dit « Viens, mon fils, nous allons acheter ton chapeau. » Comme s'il préexistait depuis l'éternité dans un endroit déterminé. Il alla droit au chapeau. Moi, je n'avais pas voix au chapitre, le chapelier non plus. Je me suis souvent demandé si mon père n'avait pas pour dessein de m'humilier, s'il n'était pas jaloux de moi, qui était jeune et beau, enfin frais, alors que lui était déjà vieux et tout gonflé et violacé. Il ne m'était plus permis, à partir de ce jour-là, de sortir tête nue, mes jolis cheveux marrons au vent. Quelquefois, dans une rue écartée, je l'ôtais et le tenais à la main, mais en tremblant. Je devais le brosser matin et soir. Les jeunes gens de mon âge, avec qui j'étais malgré tout obligé de frayer de temps en temps, se moquaient de moi. Mais je me disais, le chapeau n'y est pas pour grand-chose. Ils ne font qu'y accrocher leur saillie, comme au ridicule le plus saillant, car ils ne sont pas fins. J'ai toujours été étonné du peu de finesse de mes contemporains. Moi, dont l'âme se tordait du matin au soir, rien qu'à se chercher. Mais c'était peut-être de la gentillesse, genre celle qui raille le bossu sur son grand nez. À la mort de mon père, j'aurais pu me délivrer de ce chapeau, rien ne s'y opposait plus. Mais je n'en fis rien. Mais comment le décrire? Une autre fois. Je me relevai et me mis en marche. Je ne sais plus quel âge je pouvais bien avoir. Ce qui venait de m'arriver n'avait pas de quoi faire date dans mon existence. Ce ne fut ni le berceau ni le tombeau de quoi que ce soit. Plutôt cela ressemblait à tant d'autres berceaux, tant d'autres tombeaux, que je m'y perds. Mais je ne crois pas exagérer en disant que j'étais dans la force de l'âge, ce qu'on appelle, je crois, la pleine possession de ses facultés. Ah oui, pour les posséder, je les possédais. Je traversai la rue et me retournai vers la maison qui venait de m'émettre, moi qui ne me retournais jamais en m'en allant. Comme elle était belle. Il y avait des géraniums aux fenêtres. Je me suis penché sur les géraniums pendant des années. Ils sont malins, les géraniums. Mais j'avais fini par en faire tout ce que je voulais. La porte de cette maison, tout en haut de son petit perron, je l'ai toujours vivement admirée. Comment la décrire? Elle était massive, peinte en vert, et en été on l'habillait d'une sorte de housse rayée vert et blanc, avec un trou par où sortait un marteau de tonnerre en fer forgé et une fente correspondant à celle de la boîte aux lettres qu'une plaque de cuivre à ressort protégeait de la poussière, des insectes, des mésanges. Et voilà. Elle était flanquée de 2 pilastres de même couleur, dont celui de droite portait la sonnette. Les rideaux respiraient le goût le plus sûr. Même la fumée qui s'élevait dans les tuyaux de la cheminée, celui de la cuisine, semblait s'étirer et se dissiper dans l'air avec plus de mélancolie que celle des voisins, et plus bleue. Je regardais au 3e et dernier étage ma fenêtre, outrageusement ouverte. Le nettoyage à fond battait son plein. Dans quelques heures, on refermerait la fenêtre, on tirerait les rideaux et on procéderait à une pulvérisation formelle. Je les connaissais. Je serais volontiers mort dans cette maison.
Je vis dans une sorte de vision la porte s'ouvrir et mes pieds sortir. Je regardais sans me gêner, car je savais qu'ils ne m'épiaient pas de derrière les rideaux comme ils auraient pu le faire s'ils avaient voulu. Mais je les connaissais. Ils étaient tous rentrés dans leurs alvéoles, et chacun vaquait à ses travaux. Je ne leur avais pourtant rien fait. Je connaissais mal la ville, lieu de ma naissance et de mes premiers pas dans la vie, et puis de tous les autres qui ont si mal brouillé ma piste. Je sortais si peu. De temps en temps, j'allais à la fenêtre, j'écartais les rideaux et je regardais dehors. Mais vite, je regagnais le fond de la pièce, là où il y avait le lit. Je me sentais mal à l'aise au fond de tout cet air et perdu au seuil de perspectives innombrables et confuses. Mais je savais encore agir à cette époque quand il le fallait absolument. Mais d'abord, je levai les yeux au ciel, d'où nous vient le fameux secours, où les chemins ne sont pas marqués, où l'on erre librement, comme dans un désert, où rien n'arrête la vue de quelque côté qu'on regarde, sinon les limites de la vue. C'est ce qui fait que je lève les yeux quand tout va mal. C'en est même monotone, mais je n'y peux rien. Ah, ce ciel qui repose, même nuageux, même plombé, même voilé par la pluie, du fouillis et de l'aveuglement de la ville, de la campagne, de la terre. Plus jeune, je pensais qu'il ferait bon vivre au milieu de la plaine. J'allais à la lande de Lunebourg. La plaine dans la tête, j'allais à la lande. Il y avait d'autres landes beaucoup plus proches. Mais une voix me disait « C'est la lande de Lunebourg qu'il vous faut ». Je ne me suis pas beaucoup tutoyé. L'élément lune devait y être pour quelque chose. Eh bien, la lande de Lunebourg ne plut pas du tout, mais pas du tout. J'en revins déçu et en même temps soulagé. Oui, je ne sais pourquoi, je n'ai jamais été déçu et je l'ai été souvent dans les premiers temps, sans ressentir en même temps, ou l'instant d'après, un soulagement incontestable. Je me mis en route. Quelle allure! Raideur des membres inférieurs, comme si la nature m'avait refusé les genoux. Écart extraordinaire des pieds de part et d'autre de l'axe de la marche. Le tronc, en revanche, comme par l'effet d'un mécanisme compensatoire, avait la mollesse d'un sac négligemment rempli de chiffres et se ballottait éperdument selon les imprévisibles saccades du bassin. J'ai souvent essayé de corriger ces défauts et de raidir le buste, de fléchir le genou et de ramener les pieds les uns devant les autres, car j'en avais au moins 5 ou 6. Mais ça finissait toujours de la même manière, je veux dire, par une perte d'équilibre suivie d'une chute. Il faut marcher sans penser à ce qu'on fait, comme on soupire. Et moi, quand je marchais sans penser à ce que je faisais, je marchais comme je viens de le dire, et quand je commençais à me surveiller, je faisais quelques pas d'assez bonne facture, et puis je tombais. J'ai pris donc le parti de me laisser aller. Ce port est dû, à mon avis, tout au moins en partie, à certains penchants dont je n'ai jamais pu entièrement me délivrer, et dont mes années impressionnables, celles qui président à la confection du caractère, ont naturellement fait les frais. Je parle de la période qui s'étend, à perte de vue, entre les premiers trébuchements derrière une chaise et la classe de 3e, terme de mes humanités. J'avais donc la fâcheuse habitude, ayant compissé ma culotte ou l'ayant conchiée, ce qui m'arrivait assez régulièrement au début de la matinée, vers 10h, 10h30, de vouloir absolument continuer à achever ma journée comme si de rien n'était. La seule idée de me changer ou de me confier à maman, qui ne demandait pourtant qu'à m'aider, m'était intolérable. Je ne sais pourquoi. Et jusqu'à mon coucher, je me traînais, avec entre mes petites cuisses ou plaqué à mes fesses, brûlant, croustillant et puant, le résultat de mes débordements. D'où ces mouvements précautionneux, raides et largement évasés des jambes, et ce balancement désespéré du buste, destiné sans doute à donner le change,
à faire croire que j'étais sans souci, plein de gaieté et d'entrain, et à rendre vraisemblables mes explications au sujet de ma rigidité de base, que je mettais sur le compte de rhumatisme héréditaire. Mon ardeur juvénile, dans la mesure où j'en avais, s'y usa. Je devins aigre, méfiant, un peu avant l'heure, fervent de la cachette et de la station horizontale. Pauvre solution de jeunesse qui n'explique rien. On n'a donc pas à se gêner. Ratiocinons sans crainte, le brouillard tiendra bon. Il faisait beau. J'avançais dans la rue en me tenant le plus près que je pouvais du trottoir. Le trottoir le plus large n'est jamais assez large pour moi quand je me mets en mouvement, et j'ai horreur d'incommoder les inconnus. Un agent m'arrêta et dit « La chaussée aux véhicules, le trottoir aux piétons ». On aurait dit de l'Ancien Testament. Je montai donc sur le trottoir en m'excusant presque, et je m'y maintins dans une bousculade indescriptible pendant une bonne vingtaine de pas, jusqu'au moment où je dus me jeter à terre afin de ne pas écraser un enfant. Il portait un petit harnais, je m'en souviens, avec des clochettes. Il devait se croire un poney ou un percheron, pourquoi pas. Je l'aurais écrasé avec joie. J'abhorre les enfants. Ça aurait été d'ailleurs lui rendre service. Mais je craignais les représailles. Tout le monde est parent. C'est cela qui vous interdit d'espérer. On devrait aménager, dans les rues passantes, des pistes réservées à ces sales petits êtres. Leurs landaux, cerceaux, sucettes, patinettes, trottinettes, pépés, mémés, nounous, ballons, tout leur sale petit bonheur, quoi. Je tombai donc, et ma chute entraîna celle d'une vieille dame couverte de paillettes et de dentelles, et qui devait peser dans les 200 livres. Ses hurlements ne tardèrent pas à provoquer un attroupement. J'avais bon espoir qu'elle s'était cassé le fémur. Les vieilles dames se cassent facilement le fémur. Mais pas assez, pas assez. Je profitai de la confusion pour me défiler, en proférant d'inintelligibles imprécations, comme si j'étais moi-même la victime. Et je l'étais, mais je n'aurais pas pu le prouver. On ne lynche jamais les enfants. Les bébés, quoi qu'ils fassent, sont blanchis d'avance. Moi, je les lyncherai avec délice. Je ne dis pas que je mettrai la main à la pâte, non, je ne suis pas un violent. Mais j'encouragerai les autres, et je leur paierai la tournée quand ce serait fini. Mais à peine eus-je repris la sarabande de miroide et embardé, que je fus arrêté par un second agent, semblable en tout point au premier, au point que je me demandais si ce n'était pas le même. Il me fit remarquer que le trottoir était à tout le monde, comme s'il était de toute évidence que je ne pouvais être assimilé à cette catégorie. « Désireriez-vous, dis-je, sans penser un seul instant à Héraclite, que je descende dans le ruisseau ?»« Descendez où vous voudrez, dit-il, mais ne prenez pas toute la place. » Je visai sa lèvre supérieure, qui avait au moins 3 centimètres de haut, et je soufflai dessus. Je le fis, je crois, avec assez de naturel, comme celui qui, sous la cruelle pression des événements, pousse un profond soupir. Mais il ne broncha pas. Il devait avoir l'habitude des autopsies ou des exhumations. « Si vous n'êtes pas foutu de circuler comme tout le monde, dit-il, vous feriez mieux de rester chez vous. » C'était tout à fait mon sentiment, et qu'il m'attribuât un chez-moi n'avait pas de quoi me déplaire. À ce moment, vint à passer un convoi funèbre, comme cela arrive quelquefois. Ce fut un grand branle-bas de chapeau, en même temps qu'un papillotement de 1000 et 1000 doigts. Personnellement, si j'en étais réduit à me signer, j'aurais à cœur de le faire comme il faut. Racine du nez, nombril, téton gauche, téton droit. Mais eux, avec leur frôlement précipité et imprécis, ils vous font une espèce de crucifié en boule sans la moindre tenue, les genoux sous le menton et les mains n'importe comment. Les plus acharnés s'immobilisèrent et firent entendre des marmottements. Quant à l'agent, il se figea, les yeux fermés, la main au képi. Dans les fiacres du cortège, j'entrevoyais des gens devisant avec feu. Ils devaient évoquer des scènes de la vie du défunt ou de la défunte.
Il me semble avoir entendu dire que le harnachement du corbillard n'est pas le même dans les deux cas. Mais je n'ai jamais pu savoir en quoi consiste la différence. Les chevaux pétaient et crottaient comme s'ils allaient à la foire. Je ne vis personne à genoux. Mais ça va vite chez nous, le dernier voyage. On a beau presser le pas, le dernier fiacre vous lâche, celui de la domesticité. Fini le relâche, les gens revivent. Regard à vous. De sorte que je m'arrêtai une troisième fois de mon propre gré et pris un fiacre. Ceux que je venais de voir passer, bondés de gens discutant avec feu, avaient dû me faire une grosse impression. C'est une grande boîte noire, elle se dandine sur ses ressorts, les fenêtres sont petites, on se recroqueville dans un coin, ça sent le renfermer. Je sentais mon chapeau qui frôlait le plafond. Un peu plus tard, je me penchai en avant et fermai les glaces. Puis je repris ma place, le dos au sens de la marche. J'allais m'assoupir quand une voix me fit sursauter, celle du cocher. Il avait ouvert la portière, désespérant sans doute de se faire entendre à travers la vitre. Je ne voyais que sa moustache. « Où ?» dit-il. Il était descendu de son siège exprès pour me dire cela. Et moi qui me croyais déjà loin. Je réfléchis, cherchant dans ma mémoire le nom d'une rue ou d'un monument. « Votre fiacre est-il à vendre ?» dis-je. J'ajoutai « sans le cheval ». Que ferais-je d'un cheval? Mais que ferais-je d'un fiacre? Pourrais-je seulement m'y allonger? Qui m'apporterait à manger? Aux eaux, dis-je. Il est rare qu'il n'y ait pas de zoo dans les villes capitales. J'ajoutai « N'allez pas trop vite ». Il rit. La suggestion qu'il pût aller trop vite aux eaux devait l'amuser. À moins que ce ne fût simplement moi, ma personne, dont la présence dans le fiacre devait le métamorphoser, au point que le cocher, m'y voyant, la tête dans les ombres du plafond et les genoux contre la vitre, s'était peut-être demandé si c'était vraiment son fiacre, si c'était vraiment un fiacre. Vite, il regarde le cheval, se rassure. Mais sait-on jamais soi-même pourquoi on rit? Son rire, en tout cas, fut bref, ce qui semblait me mettre hors de cause. Il referma la portière et remonta sur le siège. Peu de temps après, le cheval s'ébranla. Mais oui, j'avais encore un peu d'argent à cette époque. La petite somme que mon père m'avait laissée comme cadeau, sans condition à sa mort, je me demande encore si on ne me l'a pas volée. Ensuite, je n'en avais plus. Ma vie n'en continuait pas moins, et même telle que je l'entendais jusqu'à un certain point. Le grand inconvénient de cet état, qu'on pourrait définir comme l'impossibilité absolue d'acheter, est qu'il vous oblige à vous remuer. Il est rare, par exemple, lorsqu'on est vraiment sans argent, qu'on puisse se faire apporter à manger de temps en temps dans ce refuge. On est donc obligé de sortir et de se remuer, au moins un jour par semaine. On n'a guère d'adresse dans ces conditions. C'est forcé. Ce fut par conséquent avec un certain retard que j'appris qu'on me recherchait, pour une affaire me concernant. Je ne sais plus par quelle voie. Je ne lisais pas les journaux, mais je n'avais pas non plus le souvenir d'avoir causé avec quiconque pendant ces années, sauf peut-être 3 ou 4 fois pour une question de nourriture. Enfin, je dus avoir vent de la chose d'une manière ou d'une autre, sinon je ne me serais jamais présenté chez Maître Nider. Curieux, comme on n'arrive pas à oublier certains noms. Et lui ne m'aurait jamais reçu. Il s'assura de mon identité. Cela dura un bon moment. Je lui montrai mes initiales en métal à l'intérieur de mon chapeau. Elles ne prouvaient rien, mais elles corsaient les probabilités. « Signez », dit-il. Il jouait avec une règle cylindrique. On aurait pu assommer un bœuf avec. « Comptez », dit-il. Une jeune femme, peut-être à vendre, assistait à cet entretien, en qualité de témoin sans doute. Je fourrai la liasse dans ma poche. « Vous avez tort, dit-il. » Je songeais qu'il aurait dû me demander de compter avant de me faire signer. Cela aurait été plus correct. « Où puis-je vous joindre, dit-il, le cas échéant. » En bas de l'escalier, je pensais à quelque chose. Peu après,
Je remontai lui demander d'où me venait cet argent, en ajoutant que j'avais le droit de le savoir. Il me dit un nom de femme que j'ai oublié. Peut-être qu'elle m'avait pris sur ses genoux quand j'étais encore dans les langes et que je lui avais fait les mamours. Cela suffit quelquefois. Je dis bien dans les langes, car plus tard, ça aurait été trop tard pour les mamours. C'est donc grâce à cet argent que j'en avais encore un peu. Très peu. Divisé par ma vie à venir, cela n'existait pas, à moins que mes prévisions ne péchassent par pessimisme. Je frappais contre la cloison à côté de mon chapeau, dans le dos même du cocher, si j'avais bien calculé. Un nuage de poussière sortit du capitonnage. Je pris une pierre dans ma poche et je frappai avec la pierre jusqu'à ce que le fiacre s'arrêtât. Je remarquai qu'il n'y eut pas de ralentissement, tel qu'en accusent la plupart des véhicules avant de s'immobiliser. Non, on s'arrêta pile. J'attendais, le fiacre vibrait, le cocher sur son haut siège devait écouter. Je voyais le cheval comme avec mes yeux de chair. Il n'avait pas pris l'attitude effondrée de ses moindres haltes. Il restait attentif, les oreilles dressées. Je regardai par la fenêtre, nous étions de nouveau en mouvement. Je cognai de nouveau contre la cloison jusqu'à ce que le fiacre s'arrêtât de nouveau. Le cocher descendit de son siège en pestant. Je baissai la glace afin qu'il ne s'avisât pas d'ouvrir la portière. Plus vite, plus vite. Il était plus rouge, autant dire violet. La colère ou le vent de la course. Je lui dis que je l'engageais pour la journée. Il répondit qu'il avait un enterrement à 3 heures. Ah, les morts! Je lui dis que je ne voulais plus aller aux eaux. N'allons plus aux eaux, dis-je. Il répondit que cela lui était égal où nous allions, à condition que ce ne fût pas trop loin, à cause de sa bête. Et on nous parle de la spécificité du langage des primitifs. Je lui demandai s'il connaissait un restaurant. J'ajoutai « Vous mangerez avec moi ». J'aime autant être avec un habitué dans ces endroits-là. Il y avait une longue table flanquée de 2 banquettes de la même longueur exactement. À travers la table, il me parla de sa vie, de sa femme, de sa bête, puis encore de sa vie, de la vie atroce qu'était la sienne, à cause surtout de son caractère. Il me demanda si je me rendais compte de ce que cela signifiait, être dehors par tous les temps. J'appris qu'il existait encore des cochers qui passaient la journée bien au chaud dans leur fiacre en stationnement, attendant que le client vînt les secouer. Cela pouvait se faire autrefois, mais aujourd'hui, il fallait d'autres méthodes, si on voulait s'y retrouver à la fin de ses jours. Je lui décrivis ma situation, ce que j'avais perdu, ce que je cherchais. Nous faisions notre possible tous les deux pour comprendre, pour expliquer. Il comprenait que j'avais perdu ma chambre et qu'il m'en fallait une autre, mais tout le reste lui échappait. Il s'était mis dans la tête, d'où rien ne pourrait plus le déloger, que j'étais à la recherche d'une chambre meublée. Il sortit de sa poche un journal du soir de la veille, ou peut-être de l'avant-veille, et se mit en devoir d'en parcourir les petites annonces, dont il souligna 5 ou 6 avec un crayon minuscule, le même qui tremblait sur les gagnants à venir. Il soulignait sans doute celle qu'il aurait soulignée s'il avait été à ma place, ou peut-être celle qui renvoyait au même quartier, à cause de sa bête. Je n'aurais fait que le troubler en lui disant que je n'admettais, en fait de meubles dans ma chambre, que le lit, et qu'il fallait en retirer tous les autres, et jusqu'à la table de nuit, avant que je consente à y mettre les pieds. Vers 3 heures, nous réveillâmes le cheval et nous remîmes en route. Le cocher me proposa de monter sur le siège à côté de lui. Mais depuis un bon moment déjà, je songeais à l'intérieur du fiacre et j'y repris ma place. Nous visitâmes, l'une après l'autre, avec méthode j'espère, les adresses qu'il avait soulignées. La courte journée d'hiver tirait vers sa fin. Il me semble quelquefois que ce sont là les seules journées que j'ai connues. Et surtout, ce moment charmant entre tous, celui qui en précède l'oblitération nocturne. Les adresses qu'il avait soulignées, ou plutôt marquées d'une croix, comme font les gens du peuple, il les barrait d'un trait tiré en diagonale au fur et à mesure qu'elles s'avéraient mauvaises. Il me montra le journal plus tard en m'engageant à le garder par devers moi.
pour être sûr de ne pas chercher à nouveau là où j'avais déjà cherché en vain. Malgré les glaces fermées, les grincements du fiacre et le bruit de la circulation, je l'entendais qui chantait tout seul là-haut sur son siège. Il m'avait préféré à un enterrement. C'était un fait qui durerait éternellement. Il chantait. Elle est loin du pays où son jeune héros dort. Ce sont les seules paroles que je me rappelle. À chaque arrêt, il descendait de son siège et m'aidait à descendre du mien. Je sonnais à la porte qu'il m'indiquait et quelquefois je disparaissais à l'intérieur de la maison. Cela me faisait tout drôle, je m'en souviens, de sentir de nouveau une maison tout autour de moi, après si longtemps. Il m'attendait sur le trottoir et m'aidait à remonter dans le fiacre. Je commençais à en avoir par-dessus la tête de ce cocher. Il regrimpait sur son siège et nous repartions. À un moment donné, il se produisit ceci. Il s'arrêta. Je secouai ma torpeur et me mis en posture de descendre. Mais il ne vint pas ouvrir la portière et me donner le bras, de sorte que je fus obligé de descendre tout seul. Il allumait les lanternes. J'aime les lampes à pétrole, malgré qu'elles soient, avec les bougies, et si j'accepte les astres, les premières lumières que j'ai connues. Je lui demandai si je pouvais allumer la deuxième lanterne, puisque la première, il l'avait déjà allumée lui-même. Il me donna sa boîte d'allumettes, j'ouvris la petite vitre bombée montée sur charnière, j'allumai et je refermai aussitôt pour que la mèche brûlât tranquille et claire, bien au chaud dans sa petite maison, à l'abri du vent. J'eus cette joie. Nous ne voyions rien à la lumière de ces lanternes, sinon vaguement les plans du cheval. La dernière adresse vérifiée, le cocher me proposa de me présenter dans un hôtel de sa connaissance où je serais bien. Cela tient debout. Cocher, hôtel, c'est vraisemblable. Recommandé par lui, je ne manquerai de rien. Toutes les commodités, dit-il, en clignant de l'œil. Je situe cette conversation sur le trottoir devant la maison d'où je venais de sortir. Je me rappelle, sous la lanterne, le flanc creux et moite du cheval, et sur la poignée de la portière, la main du cocher, gantée de laine. Je dépassais de toute ma tête le toit du fiacre. Je lui proposai de prendre un verre. Le cheval n'avait ni bu ni mangé de la journée. J'en fis la remarque au cocher, qui me répondit que son cheval ne se restaurerait qu'une fois rentré à l'écurie. S'il prenait la moindre chose, ne fût-ce qu'une pomme ou un morceau de sucre pendant le travail, il aurait des maux de ventre et des coliques qui l'empêcheraient d'aller plus loin, et pourraient même le tuer. C'est ainsi qu'il était obligé de lui attacher les mâchoires au moyen d'une courroie, chaque fois que, pour une raison ou pour une autre, il devait le perdre de vue, afin qu'il n'eût pas à pâtir du bon cœur des passants. Après quelques verres, le cocher me pria de leur faire l'honneur, à lui et à sa femme, de passer la nuit chez eux. Ce n'était pas loin. En y réfléchissant, avec le célèbre bénéfice du recul, je crois qu'il n'avait fait ce jour-là que tourner autour de son domicile. Ils habitaient au-dessus d'une remise, au fond d'une cour. Très jolie situation, je m'en serais contenté. M'ayant présenté à sa femme, extraordinairement fessue, il nous quitta. Elle n'était pas à son aise, cela se voyait, seule avec moi. Je la comprenais, je ne me gêne pas dans ces cas-là. Pas de raison pour que cela finisse ou continue. Alors que cela finisse. Je dis au cocher que j'allais descendre à la remise et me coucher. Le cocher protesta. J'insistai. Il attira l'attention de sa femme sur une pustule que j'avais au sommet du crâne, car j'avais enlevé mon chapeau par civilité. « Il faut faire enlever ça, dit-elle. » Le cocher nomma un médecin qu'il tenait en haute estime et qui l'avait débarrassé d'une induration à la selle. « S'il veut coucher dans la remise, dit la femme, qu'il couche dans la remise. » Le cocher prit la lampe sur la table et me précéda dans l'escalier qui descendait à la remise. C'était plutôt une échelle, laissant sa femme dans l'obscurité. Il étendit par terre, dans un coin, sur la paille, une couverture de cheval, et il me laissa une boîte d'allumettes
au cas où j'aurais besoin de voir clair dans la nuit. Je ne me rappelle pas ce que faisait le cheval pendant ce temps. Allongé dans l'obscurité, j'entendais le bruit qu'il faisait en buvant. C'est très spécial. Les brusques galopades des rats, et au-dessus de moi, les voix assourdies du cocher et de sa femme en train de me critiquer. Je tenais la boîte d'allumettes à la main, une grande suédoise. Je me levai dans la nuit et j'en frottais une. Sa brève flamme me permit de repérer le fiacre. L'envie me vint, puis me quitta, de mettre le feu à la remise. Je trouvai le fiacre dans l'obscurité, j'ouvris la portière, des rats en sortirent, je montai dedans. En m'installant, je remarquai tout de suite que le fiacre n'était plus d'aplomb, c'était forcé, les timons reposant par terre. Cela valait mieux, cela me permettait de bien me renverser, les pieds plus hauts que la tête sur l'autre banquette. Plusieurs fois, au cours de la nuit, je sentais le cheval qui me regardait par la fenêtre et le souffle de ses naseaux. Dételé, il devait trouver bizarre ma présence dans le fiacre. J'avais froid, ayant oublié de prendre la couverture, mais pas tout à fait assez pour pouvoir aller la chercher. Par la fenêtre du fiacre, je voyais celle de la remise, de mieux en mieux. Je sortis du fiacre, il faisait moins sombre dans la remise, j'entrevoyais la mangeoire, le râtelier, le harnais pendu, quoi encore, des seaux et des brosses. J'allai à la porte, mais ne pus l'ouvrir. Le cheval me suivait les yeux. Ne dorment-ils donc jamais, les chevaux? Il me semblait que le cocher aurait dû l'attacher, devant la mangeoire, par exemple. Je fus donc obligé de sortir par la fenêtre. Ce ne fut pas facile. Mais qu'est-ce qui est facile? Je passai la tête d'abord. J'avais les mains à plat sur le sol de la cour que mes hanches se tortillaient encore, prises entre les dormants. Je me rappelle les touffes d'herbe sur lesquelles je tirais des deux mains afin de me dégager. J'aurais dû enlever mon manteau et le jeter par la fenêtre, mais il aurait fallu y penser. À peine sorti de la cour, je pensais à quelque chose. La fatigue. Je glissai un billet dans la boîte d'allumettes. Je rentrai dans la cour et je posai la boîte sur le rebord de la fenêtre par laquelle je venais de passer. Le cheval était à la fenêtre. Mais ayant fait quelques pas dans la rue, je retournai dans la cour et repris mon billet. Les allumettes, je les laissais. Elles n'étaient pas à moi. Le cheval était toujours à la fenêtre. J'en avais plein le dos de ce cheval. L'aube poignait à peine. Je ne savais pas où j'étais. Je pris la direction du levant, au jugé, pour être éclairé au plus tôt. J'aurais voulu un horizon marin ou désertique. Quand je suis dehors le matin, je vais à la rencontre du soleil. Et le soir, quand je suis dehors, je le suis. Et jusque chez les morts. Je ne sais pas pourquoi j'ai raconté cette histoire. J'aurais pu tout aussi bien en raconter une autre. Peut-être qu'une autre fois, je pourrais en raconter une autre. Âme vive, vous verrez que cela se ressemble. Pour clore cette émission, je vous propose à présent d'écouter quelques secondes d'un document inédit nous venant de la radio italienne, La Voix en anglais de Samuel Beckett. C'était le 9 septembre 1959, à Sorrente. Beckett venait de remporter le prix Italia pour sa pièce radiophonique Embers, Cendre en français, sélectionnée par la BBC. À l'occasion de cette cérémonie, et comme vous allez l'entendre, il fait aussi l'éloge de la radio.
It is a great honor for me to have been awarded the Italia Prize for my radio play Embers. I do not ordinarily write for radio, but I think that it is a medium which has not been fully exploited, and that there are great possibilities for writers in this form of expression. Ich auf der Erd am Himmel, du, wir wandern beide rüstig zu. Ich ernst und trüb, du mild und rein, was macht der Unterschied wohl sein? Zu Heimat du so unbekannt. Glücklich wer wohin ihr geht, doch auf der Heimat Boden steht. Glücklich wer wohin ihr geht, doch auf der Heimat Boden steht.